Êtes-vous sûr de vous connaître aussi bien que ce que vous croyez? Est-ce que la faim pourrait transformer votre personnalité? Vous transformer au point de ne plus pouvoir vous reconnaître? C'est la question que s'est posée le docteur Ansel Keys dans son laboratoire en 1944 lorsqu'il a lancé une des expériences les plus étranges réalisées sur des êtres humains. Les résultats que je vais vous présenter dans cette vidéo restent encore aujourd'hui les seules données scientifiques que nous ayons sur les effets de la famine. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous libérer de vos obsessions nutritionnelles en vous débarrassant de vos compulsions alimentaires. Dans ce nouvel épisode, on va voir comment un déficit calorique de quelques semaines seulement a eu le pouvoir de broyer le corps et la personnalité des cobayes qui ont participé à cette étude. Nous sommes en 1944. La guerre mondiale fait rage. Des millions d'êtres humains souffrent de la violence des combats qui s'accompagnent de pénuries en tout genre. Mais surtout, pénurie de nourriture. La famine est omniprésente et les tickets de rationnement alimentaire sont les seuls moyens de subsistance pour la majorité des populations. Mais ce n'est pas tout. Une autre réalité existe en parallèle, une réalité cruelle et atroce qui dépasse tout ce qui pouvait être imaginé. Dans les camps de concentration, des millions de personnes tentent de survivre à la folie meurtrière des nazis et de la famine qui est omniprésente. Un jour, il faudra pourtant que tout cela cesse. C'est comme cela que l'expérience démarre. Quelles sont les conséquences physiques et psychiques d'une restriction calorique prolongée? Comment soigner un humain qui a vécu un état de famine? C'est pour répondre à ces questions que le docteur Ansel Keys s'est lancé dans cette intrigante étude scientifique que l'on a appelée Minnesota Starvation Experiment, ou l'expérience de famine du Minnesota. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je précise une chose importante. La vidéo que vous vous apprêtez à voir est publiée ici à titre tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce que cette vidéo est en fait un tout petit extrait du premier étage de la pyramide. La pyramide, c'est le programme en ligne que j'utilise avec toutes les personnes que j'accompagne en individuel. Il s'agit de la structure et de la méthodologie à suivre pour se libérer des obsessions nutritionnelles et retrouver un rapport serein à soi, à son corps et à la nourriture. En fait, la pyramide, c'est le plan pour vivre le processus de pacification alimentaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un petit bout de contenu qui est normalement réservé aux membres et pour les personnes qui me contactent par message. Ce programme n'est pas ouvert à tout le monde et je choisis toujours les personnes avec qui je souhaite travailler. Si vous voulez postuler, vous avez toujours la possibilité de le faire en demandant votre bilan personnalisé gratuit. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Nous aurons la possibilité d'en discuter de vive voix. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Bref, je vous laisse maintenant découvrir les étonnants résultats de cette expérience. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont sélectionné parmi plusieurs centaines de candidatures, c'est 36 hommes et leur point en commun à ces 36 hommes qui étaient donc des volontaires pour cette expérience, c'est qu'ils étaient tous en bonne santé à la fois physique et psychique. Ils ont suivi des batteries de tests pour voir, pour vérifier effectivement qu'ils étaient en bonne santé, afin d'isoler vraiment l'impact seulement de la restriction calorique dessus. Donc c'est vraiment des gens qui avaient aucun problème avec leur nourriture, aucun problème psychique et aucun problème de santé physique. L'expérience a duré 1 année et pendant les 6 premiers mois, on a simplement été dans une phase d'observation, c'est-à-dire que on a calculé que ces hommes mangeaient environ 3200 calories par jour et on les a laissés continuer à manger 3200 calories par jour en moyenne et on a observé comment est-ce qu'ils fonctionnaient, quel était un peu le départ, le point initial et au bout de 6 mois, on est entré dans le dur de l'expérience, c'est-à-dire que le médecin et le laboratoire dans lequel ils se sont mis à vivre a diminué de pratiquement moitié la quantité de calories ingérées par jour. Donc pendant 6 mois, ces hommes ont pu consommer que 1570 calories en maintenant une activité physique. Ils devaient accomplir un certain nombre de kilomètres de marche par semaine. Et l'idée, en fait, c'était de voir effectivement comment ce déficit calorique allait les impacter. Et vous voyez, 1570 calories, selon certaines diètes,
qu'aujourd'hui les gens suivent, c'est trop. Parce que on continue de voir des prescriptions à 1200 calories, à 1000 calories, enfin des choses absolument effrayantes, alors que là, en fait, c'est juste à 1570 calories. Et pour certaines personnes, peut-être que vous-même, vous avez fait, en tout cas, je l'ai fait, des journées à moins que 1570 calories, et vous allez voir déjà l'impact que ce déficit calorique a eu, et ça montre d'autant plus pourquoi est-ce que les régimes à 1200 calories peuvent être absolument une catastrophe. L'idée, c'est que pendant ces 6 mois, on a continué à faire tout un tas d'observations sur ce qui se passait au niveau physique. Et voilà ce qui a été observé. La première chose au niveau physique, et on en a parlé dans la précédente vidéo, c'est effectivement l'impact sur la thermogénèse régulative, c'est-à-dire que les hommes avaient froid en permanence, ils avaient tout le temps des couvertures, alors même quand on était en plein été et qu'il faisait chaud, que les salles étaient chaudes, etc., ils avaient en permanence froid. Ils créaient vraiment ce froid, les bouts des doigts, les bouts des pieds, etc., en permanence froid, puisqu'effectivement, le corps s'est mis à économiser des calories là-dessus. Ensuite, un état de fatigue, d'apathie permanent, c'est-à-dire vraiment une sensation de chercher à faire le moins de gestes, le moins d'exercices, le moins de choses possible, vraiment un mode économie absolue, avec une diminution notamment du rythme cardiaque, c'est-à-dire que le cœur est un muscle et qui dépense aussi de l'énergie, et donc le cœur va chercher à économiser en diminuant le rythme cardiaque, ce qui évidemment va avoir tout un impact sur le système cardiovasculaire, sur l'oxygénation des cellules. L'autre impact qui a été observé, c'était au niveau pulmonaire, des capacités pulmonaires. En fait, au niveau sportif, on a observé qu'ils avaient des poumons et une absorption de l'oxygène qui était beaucoup moins efficiente. C'était vraiment une diminution qui était très marquée sur les efforts physiques qui allaient en descendant de manière tout à fait logique. Ensuite, on a observé un état inflammatoire généralisé avec des œdèmes, de la rétention d'eau, notamment dans les pieds, les mains, etc. Ça, c'était des manifestations qui étaient très présentes, comme le corps qui cherche à préserver le maximum de choses, donc notamment de l'eau. Et puis, effectivement, perte de cheveux, perte de la qualité des cheveux et des ongles, comme on en parlait tout à l'heure, à nouveau un poste d'économie pour le métabolisme. Les autres choses qu'on a observées, c'est à quel point les hommes, en fait, donc ils avaient 1570 calories maximum par jour. Par contre, les chewing-gums, l'eau, le café et le thé étaient en illimité. Et ce qu'ils ont observé, c'est au bout d'un moment, ils ont été obligés de ça aussi mettre des limites, parce que les hommes sont allés jusqu'à manger 40 paquets de chewing-gum chaque jour, des quantités d'eau, de café et de thé qui étaient invraisemblables et qui mettaient leur santé en danger. Donc le laboratoire a dû mettre des restrictions là-dessus aussi, pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait ces aliments qui ne contiennent pas de calories, donc c'était pas forcément intéressant, mais par contre qui contiennent des stimulations au niveau sensoriel, au niveau du goût, de la texture, des odeurs, et simplement du fait d'être stimulé au niveau du plaisir buccal, du fait de mâcher, d'avoir de la mastication. Et c'est quelque chose, les hommes se sont mis, alors même qu'ils n'utilisaient pas de chewing-gum avant et ne buvaient pas tant de café que ça, à en avoir besoin en très très grande quantité pour être stimulé au niveau sensoriel. Ça, c'est quelque chose dont on parlera un peu plus tard, de l'importance de ça. Ça, c'est un peu au niveau physique, ce qui a été observé de manière un peu vulgarisée et diminuée, mais ça, c'était les symptômes principaux qu'on a pu observer. Ensuite, au niveau plus psychique et comportemental, la première chose, donc c'était des hommes qui, à la base, avaient un intérêt pour la nourriture tout à fait normal, c'est-à-dire qu'ils pensaient à la nourriture quand c'était le moment de se préparer un repas, etc. Ce qu'on a observé, c'est que au début de l'expérience, c'est des hommes qui s'intéressaient à la politique, à l'actualité, à la guerre, à la philosophie, à leur métier, à différentes choses, et que plus on avançait dans l'expérience, plus leur centre d'intérêt disparaissait autour d'eux complètement. Ils perdaient de l'intérêt pour toutes les thématiques en dehors de la nourriture. Il n'y avait plus que la nourriture qui comptait. Et il racontait même que, par exemple, certains, pour chercher à essayer d'oublier la faim, allaient au cinéma, allaient voir des pièces de théâtre, allaient faire des choses comme ça. Et ils avaient un désintérêt total pour l'histoire, le suspense, la morale, les valeurs, etc. Toutes ces thématiques, tu vois, qui étaient en fait le centre des choses auxquelles ils assistaient,
disparaissait complètement au profit d'une seule chose, c'est que dans un film ou dans une pièce, ils ne se focusaient que sur les scènes où il y avait de la nourriture, où les gens mangeaient, etc. Et puis d'autres décrivaient qu'ils allaient dans des restaurants et ils s'asseyaient et ils regardaient juste les autres manger. Ils éprouvaient même du plaisir à acheter de la nourriture pour les autres. Et il y a même certains patients qui se sont mis à collectionner des images de nourriture, à collectionner des magazines, à acheter des livres de cuisine. Évidemment, ils ne cuisinaient pas, mais ils passaient des nuits blanches à feuilleter des livres de cuisine. Ils avaient tout d'un coup une espèce de focus incroyable comme ça sur la nourriture. Leur cerveau était obsessionnel par rapport à cette thématique. Et c'est pour ça que parfois, quand j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent « Ah, moi, mon problème, c'est que je suis trop gourmand », je me méfie toujours de cette gourmandise, parce que là, en l'occurrence, ces hommes, c'était pas de la gourmandise. C'est juste que quand on est un déficit calorique, quand on a faim, quand le cerveau est en état d'alerte, le cerveau va créer des obsessions par rapport à la nourriture, des sortes de comportements addictifs, on va en parler tout à l'heure par rapport à la nourriture, mais qui sont tout à fait naturels et sains, puisqu'on le sait, comme on l'a vu dans la vidéo précédente au niveau théorique, c'est un mécanisme de défense. Voilà, l'obsession, c'était vraiment le truc le plus marqué par rapport à la nourriture. L'autre chose, c'était l'instabilité émotionnelle croissante de tous les patients. On s'est mis à observer qu'ils passaient des rires aux larmes, à la colère. Enfin, vraiment, c'était très, très, très instable. Les émotions étaient décuplées, ils devenaient très à fleur de peau. C'était très compliqué et beaucoup ne se reconnaissaient pas, avaient peur. Et on a même pu observer vraiment une dégradation de l'état psychique de ces personnes, juste à cause de la restriction calorique. Un état dépressif qui s'est installé chez tous les volontaires. Tous les volontaires ont commencé à être sur un repli sur eux-mêmes, dans un état de tristesse, de désintérêt pour les activités de la vie quotidienne et de démotivation chronique, quoi, pour le coup. Euh, Ensuite, au niveau de la gestion du stress, des taux hormonaux liés au stress qui étaient énormes, une incapacité à gérer le stress aussi très très grand et des manifestations de stress permanent avec des troubles du sommeil, avec toutes les manifestations autour du stress qui sont beaucoup décuplées. Il y a aussi eu l'apparition beaucoup d'anxiété, de crises d'angoisse, comment on dit, d'hypocondrie. Les hommes sont mis à se scruter, à se voir, etc., dans un état d'anxiété vis-à-vis de leur santé, de leur corps permanente, vraiment des traits anxieux marqués qui sont apparus, un isolement, un désintérêt total pour toute forme de relation et de contact avec les autres, même une répulsion. Ils se décrivaient que il y avait certains patients, certains volontaires qui mangeaient leur repas tout d'un coup, ils engloutissaient leur repas dès qu'on le leur servait, et d'autres qui gardaient leur repas et mangeaient, recrachaient les petits bouts, remangeaient et mangeaient tous les petits bouts, etc., pour essayer de chercher le plus de goût possible, le plus de stimulation. Et les uns les autres s'insupportaient, s'énervaient, ne supportaient plus d'être assis les uns des autres à côté des autres pendant les repas et n'avaient plus du tout envie de communiquer entre eux, de communiquer avec leurs proches, leur entourage. C'était vraiment un repli sur eux qui a été observé, un isolement. Et puis pour finir, un désintérêt et un appétit pour le sexe, la sexualité totale, une libido qui allait à zéro pour tous les volontaires, 100%. Et ce qu'il écrivait, c'est qu'avant, beaucoup des volontaires, pendant la phase d'observation, avaient régulièrement des rêves érotiques la nuit. Ils rêvaient d'érotisme. Et puis là, tous leurs rêves érotiques s'étaient arrêtés et étaient remplacés par des rêves liés à la nourriture. Donc, si vous voulez, ça a complètement pris le pas et ça montre bien comment on sait que les rêves sont l'expression de l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient lui-même va chercher à augmenter cette motivation à trouver des calories. Et d'ailleurs, ces rêves, je ne sais pas si vous aussi, pendant les périodes de restriction, vous les avez fait, mais moi, je me souviens très bien que pendant les périodes où je faisais mes jeûnes et mes restrictions, etc., il y avait des nuits où je rêvais de Nutella, de Coca-Cola, de produits hyper palatables toute la nuit. Enfin, c'était quelque chose de très présent. Et donc, effectivement, c'est une expérience que j'ai eue sur moi-même. Ça, c'était les manifestations plus d'un point de vue psychique. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, on a recommencé à augmenter les calories pendant une période de 3 mois, petit à petit. Et après ces 3 mois, on a ouvert les vannes complètement, c'est-à-dire qu'ils ont pu remanger tout ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Voilà, l'expérience était entre guillemets terminée, ils pouvaient remanger. Et ce qu'on a observé, c'était un comportement
complètement chaotique avec la nourriture. Ce qu'ils décrivaient, c'est que du matin au soir, ils mangeaient. Après chaque repas, alors que leur estomac était plein, ils avaient encore faim, encore envie de manger, qu'ils avaient l'impression vraiment, pendant une période de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de ne faire que manger. Et ils avaient l'impression qu'ils ne s'arrêteraient jamais de manger. On le voit, ils léchaient leurs assiettes, et ils décrivaient qu'ils avaient envie de grignoter tout le temps, que quand ils finissaient un repas 20 minutes, 30 minutes après, ils avaient de nouveau envie de manger, qu'il y a des moments où ils étaient dans un inconfort physique énorme. D'ailleurs, il y en a même un qui a dû être hospitalisé parce qu'il avait mangé de tellement grandes quantités que voilà, il était dans un inconfort très très grand par rapport à ça. C'était vraiment quelque chose de très très compulsif par rapport à la nourriture et de très addictif, un comportement assez fou et anarchique avec la nourriture. Et en gros, ça a pris entre 5 et 8 mois pour retrouver, pour que tous les symptômes qu'on a décrits se mettent à disparaître et qu'en fait, les habitudes alimentaires reviennent progressivement, gentiment à la normale. Donc, entre 5 et 8 mois en moyenne pour les patients dans cette expérience. Attention, on n'est pas du tout en parler de vous, de nous, on va en parler ça tout à l'heure, de l'évolution, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est ça la conclusion, c'est que ça a pris entre 5 et 8 mois avant que les comportements alimentaires ne se normalisent. La question, c'est comment est-ce que ça a évolué au niveau de leur poids. En moyenne, donc on parle des 36 hommes, au début de l'expérience, ils pesaient 68 kilos et au terme des 6 mois de restriction, ils pesaient 52 kilos, soit une perte de 16 kilos par personne en moyenne. Une fois qu'ils se sont remis à manger et après avoir réatteint, donc ils sont partis de 52 kilos et ils sont allés à 78 kilos, 78 je crois, je suis suisse donc forcément je dis les chiffres en Suisse. Donc une prise de kilos entre le plus bas et le plus haut de 26 kilos lorsqu'ils se sont remis à manger. Ce qui fait qu'entre leur poids avant l'expérience, avant la restriction et leur poids après la restriction, il y a une différence une prise de 10 kilos et c'est exactement l'illustration de la théorie qu'on a vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le corps a eu peur, le corps a été en état d'alerte, en état de famine et donc il a pris 10 kilos comme une sorte de garantie d'assurance au cas où ça se reproduit. Cette fois, je serai mieux préparé. Cette fois, je serai apte à survivre plus longtemps parce que j'aurai fait un stock de calories plus grandes. Et la question, c'est du coup, combien de temps ils ont mis en moyenne pour revenir à leur poids. Donc, ils ont continué à manger normalement, ils n'ont pas refait de restrictions. En tout cas, c'est pas mentionné dans l'étude et combien de temps ils ont fait pour revenir à leur poids initial avant donc l'expérience. Et ça a pris en moyenne une année après l'expérience pour finalement que ces 10 kilos qu'ils avaient pris, ils les repèrent avec évidemment des spécificités individuelles. Là, on a donné un peu les tendances globales, les tendances générales pour ces 36 personnes. Donc voilà, cette expérience, elle est absolument parlante parce qu'elle prouve bien que finalement, le corps réagit quand on le prive. Et la question qu'on va se poser ici, c'est quelles sont les limites de cette expérience. Les limites de cette expérience, elles sont toutes simples. C'est que ça n'est pas complètement applicable à votre situation, à notre situation. Pour quelle raison ? C'est que là, dans cette expérience, eh bien, les cobayes étaient des volontaires qui savaient, c'est le contexte, ils savaient que c'était une restriction sur une durée, dans un cadre donné, encadré, dans un laboratoire et pour un objectif d'expérience. Donc, les seuls impacts qu'ils ont eus, c'était des impacts liés à la restriction physique. Mais comme on va le voir dans la suite de la pyramide de la formation, ils n'étaient pas concernés par le fait d'avoir une estime d'eux qui était basse, d'avoir une insécurité émotionnelle, d'avoir de la culpabilité, d'avoir des biais cognitifs, d'avoir de l'alimentation émotionnelle autour de la thématique de « j'ai envie de maigrir parce que si je maigris pas, je suis pas bien, si j'arrive pas à contrôler mon alimentation ». Enfin, tout cet aspect psychique de la restriction mentale, eux ne l'avaient pas. C'était que de la restriction physique. Il n'y avait pas cette restriction mentale. Et alors que là, dans votre situation, dans notre situation, quand on a fait des diètes, il n'y avait pas ce contexte-là. C'était nous, à nous-mêmes, on se fixait des règles et on cherchait à être dans un déficit. Donc non seulement
On a souffert de la restriction physique, donc de ces symptômes qu'on vient de présenter, mais en plus de la restriction psychique, de la culpabilité, de la mentalité des régimes, de l'estime de soi fragile et faible. Donc ça fait une grande différence. Mais puisqu'on est dans le module des impacts physiologiques, des besoins physiologiques, on a traité ça ici. Donc, conclusion pour cette vidéo, c'est que même si votre objectif est la perte de poids, j'ai mis un mème parce que évidemment c'est quelque chose qu'on va remettre en question, sur lequel on va travailler, et surtout sur le fait que la perte de poids soit un objectif. Je ne suis pas contre la perte de poids en global. Je ne pense pas que la perte de poids ou la volonté de perdre du poids soit quelque chose qu'il faille diaboliser ou éliminer. Ça peut être tout à fait légitime, c'est OK. Par contre, je pense que c'est un très mauvais objectif et qu'il faut travailler là-dessus et poser la question de ça. Mais même si on ne fait pas tout ce travail, si votre objectif est la perte de poids, la restriction alimentaire n'est pas efficace sur le long terme. Punktschlussen. C'est-à-dire que c'est même au contraire contre-productif. Là on vient de le voir. Donc, dans tous les cas, là, on sait que l'idée de diminuer vos entrées et d'augmenter vos sorties, c'est une très mauvaise idée. Et vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce que justement c'est autant un échec. Là, pour revenir un peu à notre métaphore et refaire du lien avec toute la structure, on a une maison. Une maison, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin d'énergie pour se chauffer, elle a besoin d'énergie pour se construire, elle a besoin d'énergie pour être éclairée, pour faire fonctionner tous les appareils qui y a à l'intérieur, etc. Cette énergie, pour que la maison fonctionne, elle se calcule en watts. Et si on reprend notre métaphore, et que cette maison, c'est votre corps, il y a le jardin qui est votre mental, je vous le rappelle, et puis cette maison, c'est votre corps, eh bien, l'énergie, qui est comparable au watt, c'est les calories. La calorie, c'est l'unité de mesure de l'énergie dont a besoin votre maison pour fonctionner de manière optimale. Donc, quand vous cherchez à diminuer les watts, eh bien, vous allez avoir des problématiques liées au fait que la température de votre maison n'est plus bien entretenue, que les appareils ne fonctionnent peut-être plus, qu'il y a tout un tas de problématiques qui vont se présenter, c'est ce qu'on vient de voir. Et pareil avec votre corps, quand vous cherchez à diminuer les calories de manière intentionnelle, eh bien, il y a tout un tas de problèmes qui vont arriver. Et du coup, la question, c'est que faire de toutes ces informations? Parce que là, on a déconstruit. Qu'est-ce qu'on construit à la place? Que faire? Eh bien, c'est simple. Il faut manger suffisamment de calories chaque jour. Il faut que vous ayez suffisamment d'énergie tous les jours. Et la question, c'est de savoir comment faire pour avoir suffisamment de calories. Comment? Eh bien, c'est simplement en écoutant votre corps. Évidemment, là, c'est très court, c'est très vulgarisé. On va apprendre comment faire pour écouter son corps, mais en écoutant votre corps, quand vous vous reconnectez à lui, c'est très bien gérer en fait le nombre de calories entrantes et sortantes. Il est fait pour ça en fait. Vous n'avez pas besoin d'y penser, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. De la même manière que vous ne pensez pas à votre rythme cardiaque, il s'ajuste tout seul. Vous ne pensez pas à la quantité d'oxygène que vous inspirez à chaque respiration. Votre cerveau le fait tout seul de manière inconsciente. Eh bien, les calories, c'est exactement pareil. Il est programmé pour réguler ça tout seul. Il faut simplement le laisser faire et arrêter d'être interventionniste là-dedans. Pour conclure, l'idée qu'on a présentée, c'est que diminuer les entrées et augmenter les sorties, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne rapidement? Eh bien, c'est quand on augmente les entrées, on augmente d'un côté, on va aussi parallèlement augmenter les sorties, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire, et là, l'illustration que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la relance métabolique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous redonnez de l'énergie, des calories à votre maison, à votre corps, le moteur qui est votre métabolisme va se remettre à fonctionner à plein régime. Vous allez vous mettre comme moi là, à parler avec des gestes, à parler fort, avoir de l'énergie, avoir une température corporelle élevée, avoir un cerveau qui fonctionne bien, avoir des cheveux, des ongles de bonne qualité, avoir une peau qui va bien. Enfin, toutes ces manifestations d'un métabolisme qui se relancent, vous allez commencer à les expérimenter, mais pour ça, il y a besoin effectivement d'augmenter les entrées pour que les sorties réaugmentent et finalement que le métabolisme aille loin. C'est pour ça en fait que vous observez certaines personnes qui vous paraissent manger tout le temps de grandes quantités,
des aliments industriels et pourtant qui ont un poids très stable et souvent un poids qui est très bas. Vous dites mais c'est pas possible, cette personne est mince, cette personne mange tout ce qu'elle veut tout le temps, elle ne prend pas un pet de gras, je ne comprends pas. Quel est le problème? En fait, elle a un métabolisme extrêmement rapide, un métabolisme qui fonctionne bien. Effectivement, il y a une partie de génétique, mais le plus important, c'est que cette personne n'a jamais appris à son corps à être en déficit calorique et donc que cette personne n'a pas appris à son corps à enclencher les mécanismes de défense et à consommer moins de calories, c'est-à-dire qu'elle n'a pas abîmé son métabolisme. Elle a un métabolisme qui est en pleine santé et l'idée du travail qu'on va faire ensemble, c'est de redonner de la santé à votre métabolisme, que vous ayez un métabolisme qui fonctionne à fond et qui vous permette effectivement d'avoir un poids qui est stable, un poids qui est confortable pour votre corps et un poids qui vous permette de manger ce que vous voulez, quand vous voulez, sans que ça fasse des variations de poids en permanence qui sont intenables. Et donc l'idée, voilà, effectivement, c'est d'introduire, on va en parler plus loin, cette thématique de la relance métabolique. Dans la prochaine vidéo, maintenant qu'on s'est intéressé à la base de la base qui sont les calories, on va s'intéresser aux macronutriments, voir comment finalement est-ce que ces calories, on va les répartir entre les différents groupes de macronutriments. Est-ce que toutes les calories se valent? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait privilégier, d'autres qu'on ne devrait pas, etc., etc. On va répondre à toutes ces questions dans la prochaine vidéo. Et voilà, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que ce contenu vous a interpellé. Dites-moi en commentaire si vous êtes reconnu dans certains de ces symptômes. Dites-moi si cet extrait de la pyramide vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Vous aurez la possibilité de bénéficier du bilan personnalisé gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel nous aurons la possibilité de faire le point ensemble sur votre situation avec votre corps et la nourriture. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.